Bonjour, bonjour à vous et bienvenue sur Congo Design Art TV pour cette session de interprétation de modèles qui est à son numéro 6 pour les participants en management et marketing de mode. N'oubliez pas de vous abonner à Congo Design Art TV et d'activer la cloche de notification et de partager avec vos amis et vos collègues et tous ceux qui aiment le marketing et le management de mode. Nous étions dans la vidéo précédente en train de parler des grands noms du management. Alors nous avons cité à titre rapide Luca Pacioli, Henri Fayol, Frédéric Tailleul, Henry Ford et nous étions sur une liste assez longue de 17 à 20 personnes. Je vous refais la petite lettre en lisant les noms: Peter Drucker, Taishi Ono, Igor Anzov, Michael Crozier, Chris Aguirre. Nous avons également Monsieur James Marsh, Henry Mitzberg, Tom Pitzers, Kenichi et Michael Porters. Alors nous continuons avec vous, tout en ayant une spécificité, parce que les grands noms du management, vous voyez, il y a plus d'une dizaine de noms. Nous n'aurons pas le temps d'aborder chacun des personnages, et ça, ce sera peut-être sur une demande pour essayer d'expliquer les apports de chacun. Mais nous avons sélectionné quelques personnages, dont le premier, le plus ancien, Luca Pacioli, qui est un Italien, qui est un Italien très important de la Renaissance italienne. Alors, les dernières photos que nous avons, c'est bien celle-ci, qui est vraiment tirée d'un portrait internet. Alors, vous voyez que c'est un prêtre, quelqu'un qui a l'allure d'un prêtre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Luca Pacioli est considéré comme le père de la comptabilité parce qu'il a simplement mis en place un ouvrage ou des outils qui sont considérés comme les premiers ouvrages de comptabilité. Alors, il a en effet publié en 1494. Il s'agit d'une publication, donc il écrivait, et dans ses écrits, le premier manuel comptable qui formalise les techniques qui ont été longtemps utilisées par les marchands phéniciens. Donc, celui qui a formalisé ces techniques-là, c'est Luca Pacioli, et c'est un nom assez important au niveau de la comptabilité et du management. Nous prenons un deuxième, nous sommes toujours dans les grands noms du management, le deuxième nom qui est Henri Fayol, qui lui est un Français. Alors, Henri Fayol, né en 1841 et mort en 1925. Pourquoi il est important, ce monsieur? Parce que Henri Fayol a emmené la théorie de l'administration. Alors, pour Henri Fayol, en résumé, Henri Fayol, il passe en revue 14 principes d'administration parmi un nombre non limité. Alors, pour lui, le premier principe, la division du travail; le second, l'autorité; le troisième, la discipline; le quatrième, l'unité du commandement; le cinquième, l'unité de direction; le sixième, la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général, la rémunération, la centralisation, etc., etc. Il y en a au moins 14. Nous avons cité quelques-uns, mais bon, Henri Fayol mériterait vraiment qu'on parle de lui un peu plus en profondeur, comme tous les autres, mais nous prenons des résumés et au besoin, vous nous faites des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez, si vous voulez approfondir un peu plus. Alors après Fayol, nous avons un homme encore très important, Igor Anzov. Igor Anzov est d'origine russe et il est mort aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un de très très important parce qu'il est considéré comme le père du management stratégique, parce qu'il a emmené ce qu'on appelle la matrice Anzov. C'est une matrice qui porte son nom, et dans le management, c'est très très important, c'est ce qu'il a écrit. Alors, Igor Anzov est reconnu mondialement pour des recherches en management stratégique, c'est-à-dire que ses théories ont séduit plusieurs multinationales qui ont fait appel à lui. Donc on cite Philips, General
Electric, IBM, Sterling, donc des entreprises américaines, mais aussi européennes. Donc c'est un nom très connu. Alors qu'est-ce que Anzov nous emmène? On continue avec lui, parce qu'il mériterait qu'on l'explique un peu plus. Alors, la matrice Anzov permet de choisir une stratégie de croissance. C'est très important, la stratégie de croissance dans l'entreprise. Alors, cette matrice nous dit quoi? Dans la matrice, vous avez les produits au-dessus et les marchés. Donc, vous avez d'une part les risques et de l'autre part également des risques. Alors, dans la pénétration de marché, vous avez des produits existants et vous avez d'une autre part 4 éléments essentiels qui sont la pénétration de marché, le développement de produits, le développement du marché et la diversification. Pour Igor Anzov, la pénétration du marché, c'est une stratégie qui consiste à augmenter les ventes de ses produits et services sur un marché existant. Alors, le développement de produits, pour lui, cette stratégie vise à lancer des nouveaux produits sur un marché existant. Donc, c'est bien qu'on soit sur le marché, mais à part être dans le marché, on doit lancer des produits. C'est un élément assez important. Troisième, le développement de marché. Cette stratégie consiste à introduire des produits existants sur un nouveau marché. Donc vous avez des produits qui sont déjà là, mais qui ne sont pas encore arrivés sur un marché différent. Et la diversification, cette stratégie vise à lancer les nouveaux produits et services sur un nouveau marché. Donc c'est une matrice un peu complexe à comprendre, mais sur le besoin, nous pouvons aller élaborer une vidéo pour ceux qui souhaiteront comprendre. Qu'est-ce que la matrice Anzov? Nous continuons avec ce monsieur qui est encore un nom très très important. Alors ce monsieur, c'est Henry Ford. Henry Ford qui a inventé le Fordisme. Alors né en 1863 et mort en 1947, donc il est assez récent, mais c'est l'un des grands noms, des noms les plus importants de l'industrie américaine, mais aussi du management mondial, parce que Henry Ford, c'est d'abord avant tout un ingénieur et un industriel qui a fondé la compagnie Ford. Et c'est lui qui a inventé le Fordisme. C'est un célèbre modèle d'organisation de développement d'entreprise. Quitte à croire qu'aujourd'hui, son héritage est toujours préservé avec la marque Ford de véhicules, qui est vraiment le symbole de toute une industrie et le symbole de tout un développement. Alors, qu'est-ce que Henry Ford nous dit? Henry Ford dit que le profit économique est aussi important que l'impact social d'une entreprise. C'est très important à retenir. Donc, une entreprise peut faire du profit, mais ça doit être équivalent à l'impact social. Donc, des gens qui travaillent beaucoup, mais qui gagnent aussi de l'argent. Et l'impact social, il dit que l'adoption d'un mode de management équitable permet à une entreprise de gagner en productivité et de gagner une belle réputation auprès de ses employés. Donc les gens qui travaillent dans telle entreprise, ils sont fiers d'y travailler parce qu'il y a un impact social visible. Et c'est l'un des symboles, même clés, de l'industrie Ford aux États-Unis. Alors on va encore comprendre un peu plus loin qu'est-ce que Henry Ford nous dit. Le management selon Henry Ford, c'est quoi au fait? Selon Henry Ford, le Fordisme est basé sur 3 principes importants. Le premier principe, c'est la division du travail. Savoir diviser le travail. Alors on a une division verticale et une division horizontale. Donc le mode de division adopté par le Fordisme est vertical. C'est-à-dire que la conception et le processus de réalisation sont séparés. Quelqu'un peut concevoir, mais peut ne pas réaliser. Donc il y a une équipe qui conçoit et il y a une autre équipe qui exécute ce qui a été conçu. Très très important. Donc on dit le processus de réalisation sont distincts et permet à chaque unité de se concentrer sur une tâche spécifique. Lorsque le modèle horizontal est privilégié,
donc la division de travail horizontale, il permet de mettre en avant une parcellisation des tâches. Cette division de travail se base également sur le travail à la chaîne pour maximiser la production. Donc on a à la fois une division verticale et une division horizontale. Une division horizontale pour vraiment au niveau de la production, pour augmenter la production. Deuxième principe, un processus standardisé, la standardisation de la production. C'est-à-dire ce qu'on est en train de produire à 10 millions d'exemplaires, ce sont les mêmes produits qui sont répercutés. Et la chaîne ne fait que assembler. Troisième principe, l'amélioration des conditions des travailleurs et des ouvriers. Ça, c'est l'un des éléments clés du Fordisme. En plus d'avoir réduit les heures de travail de 9 heures à 8 heures, donc Henry Ford a aussi augmenté le salaire de ses employés. Et si le salarié touchait 2 à 3 dollars, il est passé d'une base à 5 dollars. Donc, ce sont les trois piliers et les trois grands principes. Division du travail, processus standardisé et amélioration des conditions de travail des ouvriers. Alors, on passe à ce monsieur, qui est aussi un nom important. Ce monsieur s'appelle Michael Porter. Il est encore vivant. Il est né en 1947 et c'est l'un des grands noms du management parce que qu'est-ce qu'il a apporté? Les forces de Porter. C'est une notion qui est très très reprise en management. Alors Porter définit la stratégie d'entreprise de la manière suivante. C'est l'art de construire des avantages durablement rentables par rapport à son environnement par la réduction de l'incertitude, des innovations, des verrouillages, son accroissement, des synergies et de la flexibilité. Oui, ce sont des mots un peu, voilà, c'est Michael Porter qui les dit, mais très simplement, l'art de construire des avantages durablement rentables. C'est un mot important. Des avantages qui s'étendent dans le temps, qui ne sont pas que ponctuels, mais qui peuvent se répercuter sur des longues périodes. Alors, Michael Porter nous apporte son schéma, et dans son schéma, les forces de Porter, il y a 5 axes très importants. L'intensité de la concurrence, le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir des négociations des fournisseurs, la menace des nouveaux entrants et la menace des produits de substitution. 5 axes sur les forces de Porter. Alors c'est vrai qu'il faut développer en tout cas cette notion, donc on ne fait que résumer pour aller un peu plus vite, mais si vous le souhaitez, vous mettez un commentaire pour nous demander ce que c'est, et si vous avez besoin d'une vidéo pour ça, nous serons là. Alors au suivant, nous allons maintenant continuer sur notre deuxième point, le marketing. Le marketing, nous sommes toujours au module 1, mais dans la section 1, et cette fois-ci, nous entamons le marketing. Nous venons d'achever tout ce qui est management qui a été programmé. En résumé, parce que s'il faudrait parler du management en long et en large, ce n'est pas certainement en 10 minutes ou en 15 minutes. Alors, le marketing, c'est quoi? Pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, on avait déjà commencé à décrire un peu ce que c'est ce mot. Alors, le marketing peut être défini comme l'analyse des besoins des consommateurs et l'ensemble des moyens d'action utilisés par les organisations pour influencer le comportement de ces acheteurs. Donc, nous avons fait l'analyse et nous utilisons des moyens pour influencer le comportement afin que ces gens aient besoin des produits. Alors, il crée la valeur perçue. Ça, c'est un mot important, valeur, et c'est valeur perçue par le client. Il adapte l'offre commerciale de l'entreprise au désir des consommateurs. Donc, il y a une adaptation de l'offre. Ce que l'entreprise est en train de mettre sur le marché s'adapte aux besoins du consommateur. Et donc, il y a consommateur et acheteur. C'est deux mots qui vont encore méritent de l'attention. Alors, selon l'Association française de marketing, le marketing est une conception des échanges qui vise à créer de la valeur pour chacune des parties prenantes. L'individu, l'organisation et l'institution, ainsi que l'ensemble des actions qui y contribuent.
Association française de marketing. Donc, si vous voyez qu'il y a une association qui se consacre à redéfinir à chaque fois, ça veut dire que c'est une notion importante qui est rediscutée, qui est revue et qui est dynamique selon les contextes, mais qui a une ligne bien tracée. Alors, continuons avec ces notions. Nous parlons maintenant des mots-clés du marketing. Le premier mot, le besoin. Alors ça, c'est pour ceux qui ont commencé à voir la vidéo 1, on a bien détaillé la pyramide de Maslow qui nous montre la hiérarchie des besoins. Alors, le deuxième mot, la valeur. Le troisième mot-clé, le marché. Le quatrième mot, la demande. Le cinquième, le désir. Le sixième, le produit. On peut aller jusqu'à une quinzaine de mots, mais prenons peut-être ces 6 mots pour être un peu plus résumatif et pour entrer dans certains détails. Alors on commence par, évidemment, la valeur, parce que le besoin a déjà été cité dans la première vidéo. Si vous regardez la vidéo 1 d'interprétation des modèles, on a commencé par parler des besoins. Parce que c'est un élément très très important. Il faut comprendre les types de besoins et ces types de besoins sont également répondus par des produits. Alors la valeur, c'est quoi la valeur? La valeur, c'est une représentation de quelqu'un ou de quelque chose. Alors cette représentation est faite selon des degrés. Il y a un degré quantitatif, un degré financier, un degré qualitatif et un degré symbolique. 4 degrés. En termes de quantité, il y a une valeur de la quantité, une valeur de la qualité, une valeur du symbole et une valeur financière. Alors, en marketing, la valeur d'un produit, estimée par le consommateur, qui établit un rapport entre le coût et les bénéfices tirés de ce produit. Donc, ce que je paye correspond aux bénéfices que j'imagine avoir du produit. Il faut bien comprendre ça. Et la valeur, c'est un élément clé du marketing, un élément extrêmement important. Alors, celui qui travaille sur le marketing doit travailler sur comment créer de la valeur. Et c'est incontournable. Alors, qu'est-ce qu'on a en type de valeur? En marketing, on parle de valeur marketing. Donc, il y a la valeur tout seul, mais il y a aussi la valeur marketing. La valeur marketing, c'est quoi? On a 3 types de valeur marketing. On a la valeur commerciale, tout ce qui assure une croissance à long terme, c'est-à-dire une productivité optimale. La valeur commerciale. Donc, tellement que ce produit-là est bon, c'est clair, il se vendra et les gens paieront le prix pour ça. Il y a la valeur client. Donc, l'ensemble des attitudes et des comportements qui affectent le choix et la fréquence et la fidélité à la marque. Ça, c'est un élément extrêmement important. On étudie le comportement du client. Pourquoi il aime cet élément, qu'est-ce que le produit lui apporte et pourquoi il fait le choix de payer ce produit à ce prix-là. Troisième élément, la valeur culturelle. Ça, c'est encore un élément complètement, vraiment très, très important. Donc, les croyances partagées. Il y a un ensemble de personnes qui croient, qui ont les mêmes types de croyances et qui achètent les mêmes produits. Ça, c'est déjà clair. Par exemple, le pagne. La croyance culturelle du pagne, c'est que le pagne nous représente. Et partout où nous devons aller, nous devons avoir le pagne. C'est pour ça que les gens achètent beaucoup de pagne. Parce qu'il y a une valeur culturelle de représentation, une valeur culturelle identitaire. Même si ça peut être ne pas faux, mais c'est ce qui est véhiculé. C'est les marques véhiculent cette valeur culturelle. Il y a des marques comme Lissio qui le véhiculent, qui disent que voilà, le produit de l'Afrique, c'est ça, et nous devons partager les valeurs communes. Donc à travers ces 3 types de valeurs marketing, on peut se rendre compte que voilà, la démarche marketing, c'est pas juste quelque chose où on fait une pub. Non, on est en train d'analyser. Troisième mot-clé, le marché. Alors, c'est quoi le marché?
On entend par marché le lieu où se rencontrent l'offre et la demande. Sur un marché spécifique, cette rencontre entre vendeurs et acheteurs génère des transactions en vue de vendre et d'acquérir des biens et des services. Il s'agit d'acquisition. Le marché est un lieu d'acquisition. Et dans le marché, on peut avoir un marché réel ou un marché virtuel. Ce sont des lieux d'acquisition. Donc, il y a une offre et il y a une demande. L'offre rencontre la demande. Et de cet échange-là résulte l'échange entre le produit et la valeur monétaire, qu'on appelle l'argent. Alors, pour les types de marchés, il n'existe pas un, mais plusieurs marchés qui peuvent être classés selon des critères. On classe les marchés selon les critères. Par exemple, la destination du produit. Est-ce que c'est un bien de production? Est-ce que c'est un marché de biens de consommation? Est-ce que c'est un marché industriel? C'est un marché agricole? Voilà. Après, il y a la périodicité. Est-ce que c'est un marché saisonnier? C'est un marché qui ne prend que 6 mois. Donc, dans ce marché-là, c'est telle période. Par exemple, c'est quand les gens vont en vacances que on vend. S'il n'y a pas de vacances, on ne vend pas. On prend une situation locale, il y a beaucoup de ventes de marchés qui se font pendant les rentrées scolaires. Pendant les rentrées scolaires, on a des achats de cahiers, de stylos, de toutes les fournitures. C'est un marché saisonnier. Troisième degré, le degré de développement du marché. On parle de nouveaux marchés, on parle de marché porteur, on parle de marché saturé. Un exemple de marché porteur, on vous dit le numérique. Les biens, les services numériques sont peut-être porteurs. On vous dit un exemple de marché saturé, tout le monde vend des vêtements. Les vêtements, il y a des boutiques partout. On peut dire que voilà, dans telle ou telle zone géographique, vous retrouvez à 1 km² près plus ou moins 300 boutiques. Voilà, ça peut être un indice de marché saturé. Après, il y a l'étendue géographique. Est-ce que le marché est local? Est-ce qu'il est régional? Est-ce qu'il est national? Est-ce qu'il est international? Est-ce qu'il est européen? Est-ce qu'il est... Voilà, on dit ça c'est un marché régional. Là, on a peut-être les organisations, la COMESA, la SADC. Ce sont des marchés régionaux. Donc, en étant dans ce marché-là, le nombre de clients et le nombre de demandeurs sont plus importants, mais ça vous exige également d'adapter votre offre aux exigences du marché. Par exemple, pour la SADC, il y a peut-être des exigences de langue et des exigences de taille quand on est dans la mode. Alors, merci beaucoup de rester branché sur Congo Design Art TV et de nous suivre. Merci de vous abonner.